Bienvenue au domaine et musée royal de Marimont. Comme vous pouvez le constater avec cette pyramide derrière moi, nous mettons aujourd'hui à l'honneur l'Égypte ancienne, ce qui n'a rien d'anodin durant l'automne 2022. Rappelez-vous, il y a 200 ans, en 1822, Jean-François Champollion révélait au monde le secret des hiéroglyphes. 100 ans plus tard, donc il y a 100 ans, en 1922, c'est Howard Carter qui pénétrait dans le tombeau de Toutankhamon. Un double anniversaire donc, que Marimont a décidé de célébrer en développant à travers le pays, à travers le territoire, tout un réseau d'expositions. En plusieurs lieux de Wallonie, mais aussi à Bruxelles, avec l'exposition Alexandrie future antérieure qui est présentée à Beaux-Arts. Tout un programme culturel auquel nous avons associé l'ambassade d'Égypte et qui intègre également une grande exposition à Marimont même. Marimont qui, rappelons-le, possède, valorise l'une des plus belles collections égyptiennes du pays. Alors, notre exposition, nous la voulions originale, nous la voulions particulièrement marquante. Elle s'intitule « Égypte, éternelle passion » car elle explore la nature même de notre passion pour l'Égypte en recourant à des œuvres souvent étonnantes, parfois même délirantes, des œuvres de toute nature, des œuvres de toute époque qui illustrent, mises ensemble, la permanence de notre lien avec l'Égypte. Depuis 2000 ans, l'Égypte nous intrigue, elle nous fascine, elle nous inspire aussi, et cette passion n'est pas prête de s'éteindre. Je vous souhaite une belle visite de l'exposition. Cette première partie de l'exposition nous immerge directement dans la reconstitution d'un salon intemporel. Il faut savoir que l'Égypte intègre les foyers au départ de la noblesse et du milieu princier au XIXe siècle. C'est seulement début du XXe siècle et également après la Seconde Guerre mondiale que l'Égypte va se retrouver dans l'intégralité des foyers, en ce compris plus modestes. On va retrouver des goodies, des objets publicitaires, mais également du papier peint, de la porcelaine. Nous avons tous quelque chose d'égyptomaniaque chez nous, parfois sans le savoir. Cela peut être une bande dessinée, un DVD ou un élément de mobilier. Dans cette pièce, nous avons vraiment voulu montrer que l'Égypte fait partie de nos intérieurs, que l'on peut retrouver ces objets du quotidien un peu partout. Comment ces objets représentent-ils l'Égypte? Eh bien, dans notre imaginaire collectif, ils représentent un absolu, un monument, une pyramide, un dieu hybride avec une tête de chien de préférence, avec simplement un peu de sable, un peu de palmier, ou mieux avec quelques hiéroglyphes. Ces objets ne sont pas forcément des copies authentiques, c'est vraiment des objets qui sont inspirés, qui s'imaginent et qui sont entre guillemets notre propre imaginaire qui est réinterprété. Cette exposition ne parle tant pas de l'Égypte que de nous-mêmes, de ce qui nous passionne en Égypte et comment est-ce qu'on va le retrouver dans les intérieurs. Les premiers contacts entre l'Occident et l'Égypte ancienne vont se faire à travers les dieux égyptiens. Une fois l'État intégré à l'Empire romain, les divinités égyptiennes vont arriver par le biais de la Grèce ou de Rome. Isis, Sérapis ou encore Anubis vont arriver dans nos régions, à savoir la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore l'Italie. Les objets qui nous entourent montrent la dévotion des habitants envers ces divinités. Parmi ces divinités, la déesse Isis va connaître un destin absolument prodigieux. Les prêtres vont travailler sur sa personnalité et la rendre universelle et absolue. L'objet qui se trouve derrière moi la qualifie de myrionyme, que l'on pourrait traduire par « aux 10 000 noms » ou bien « aux noms innombrables ». Elle est déesse de la maternité, déesse de la fécondité, de la fertilité, de la vie, de la mort. Elle est véritablement une déesse universelle, absolue, et c'est dans cette façon qu'elle va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Au sein de cette exposition, nous tentons d'identifier ce que nous avons appelé des faiseurs d'Égypte. Que faut-il pour qu'une production, une réalisation, une bande dessinée ait l'air égyptienne? Eh bien, parmi celles-ci, les divinités hybrides font vraiment symbole d'archétype, et notamment le dieu Anubis. Si on peut avoir un corps humain avec une tête de canidé, alors ça fait égyptien, le pari est gagné. Anubis, qui autrefois était le protecteur des défunts, devient aujourd'hui ce monstre qui cristallise nos peurs, nos craintes envers la mort. Seulement cette frontière entre l'effroi, l'érotisme
et l'envie, le fantasme est parfois des plus ténus, comme on peut le voir notamment avec cette reproduction d'un casque du film Stargate et de la série Stargate SG-1. Anubis, le dieu à tête de canidé, fée égyptien, c'est absolu. « 2022 est une année fondamentale pour l'égyptologie mondiale. En effet, nous commémorons le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Dans l'espace qui se trouve juste derrière moi, nous évoquons cette aventure. Au début, à la Renaissance, les hiéroglyphes ne sont pas compris, sont mal identifiés et sont parfois interprétés comme détenteurs d'un savoir caché, accessible aux seuls élus. Cette idée fait son chemin dans l'Italie de la Renaissance, mais également en Égypte auprès des érudits arabes. Il n'y en effet pas que les Occidentaux qui s'intéressent à la langue des pharaons. Cet espace aborde également Jean-François Champollion, certes le génial décrypteur des hiéroglyphes, mais pas le seul. En effet, une fois la pierre de Rosette découverte en Égypte, de nombreuses copies vont être transmises à travers l'Europe et de nombreux savants vont commencer à l'étudier. La recherche va progressivement s'intensifier jusqu'à ce que Jean-François Champollion, inventeur de génie, déchiffre littéralement le système hiéroglyphique. Cela ne constitue cependant pas une fin en soi, puisqu'il y a encore énormément de choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, et la recherche sur cette langue persiste encore aujourd'hui. Avec la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte de 1798 à 1801, une vague d'égyptomanie va embraser l'Europe. On va ainsi découvrir des égyptologues qui vont conseiller directement la création d'égyptomanie. Par exemple, la manufacture de Sèvres va produire un surtout, c'est-à-dire un gigantesque centre de table orné d'après des motifs et des ruines égyptiennes dont vous pouvez voir ici un obélisque. Dans les années 90, un couple d'artistes contemporains, les Poirier, va s'inspirer de ce surtout et va le réinterpréter. C'est la pièce que vous pouvez voir ici. Les Poirier, ces artistes contemporains, s'intéressent non seulement à l'égyptomanie, mais également à la notion de ruine et de patrimoine en danger. C'est la raison pour laquelle ce surtout n'imite pas exactement le surtout de Napoléon, mais reprend certaines scènes et les brise, les détruit volontairement. Leur but est d'attirer l'attention sur la précarité du patrimoine. En quelque sorte, nous avons une pièce égyptomaniaque qui s'inspire d'une pièce elle-même égyptomaniaque. À partir de 1870, l'Égypte va s'ouvrir au tourisme grâce au monopole octroyé à Thomas Cook. Il est le seul à pouvoir affréter des bateaux pour réaliser des croisières sur le Nil. Pour faciliter la venue de ces touristes, il va construire deux hôtels devenus légendaires, le Old Cataract à Assouan et le Winter Palace à Luxor. C'est deux-là même dans laquelle a séjourné Agatha Christie lorsqu'elle écrit Mort sur le Nil. Un autre touriste, grand bourgeois celui-là, qui va parcourir la vallée du Nil, est Raoul Warroquet, le fondateur du Musée royal de Marimont. Il va passer les fêtes de fin d'année 1910-1911 sur place. Il en profite pour nouer des contacts avec des égyptologues et des antiquaires, notamment Daninos Pacha. C'est grâce à lui que se trouve aujourd'hui au Musée royal de Marimont un buste colossal dit de Cléopâtre qui fait la fierté du musée. Voici près de 2000 ans que l'Égypte nous livre une série d'icônes. Dans le cadre de cette exposition, nous avons choisi d'en illustrer 3. La toute première est Cléopâtre. Cette reine légendaire est perçue comme étant une femme lascive, tentatrice, séductrice et manipulatrice, la femme qui a failli faire plier Rome. Le rôle de Cléopâtre a été tenu au théâtre, à l'opéra ou encore au cinéma par certaines des femmes les plus jolies, les plus séduisantes de leur époque. Liz Taylor pour les années 60 ou plus récemment Monica Bellucci dans la production Mission Cléopâtre. Dans le cadre de cette exposition, nous avons le privilège d'accueillir l'une des robes portées par Monica Bellucci dans cette production. Comme vous pouvez le voir, cette robe n'a rien d'égyptomaniaque. Le rôle n'est pas ici de donner un caractère égyptien, mais bien de souligner la sensualité de l'actrice. Autre icône, Néfertiti. Néfertiti, qui est à la fois le symbole du consumérisme moderne, comme vous pouvez le voir derrière moi. Néfertiti a été incarnée dans la publicité, a été incarnée
dans les clips vidéo. Néfertiti est aujourd'hui l'image d'une femme forte, accomplie et indépendante. De nombreux artistes contemporains se sont appropriés cette image et permettent aujourd'hui d'interroger des questions de genre, mais également d'identité, comme l'a fait Rihanna en posant pour le magazine Vogue Arabia. Enfin, dernière icône de cette exposition, Toutankhamon. Certes, le tombeau du jeune roi recelait des kilos et des kilos d'or, élément important dans le cadre de l'égyptomanie. Mais ce qui a conféré à Toutankhamon son rôle d'icône, c'est sa médiatisation sans précédent. En publiant les photos de la découverte de la tombe, le Times, qui avait l'exclusivité de l'illustration de la fouille, a conquis les cœurs. La médiatisation de l'archéologie égyptienne est un phénomène qui n'a pas encore été démenti aujourd'hui. Nous avons vu précédemment plusieurs faiseurs d'Égypte. Nous avons évoqué les dieux hybrides, nous avons évoqué les monuments, nous avons évoqué les hiéroglyphes. Il reste un ambassadeur par excellence de l'Égypte ancienne, c'est le défunt lui-même, la momie. Avoir une momie dans une production, c'est s'assurer du caractère égyptien. Dans cette exposition, nous avons choisi d'évoquer la momie par son absence. Derrière moi se trouvent 2 boîtes qui contiennent des fragments de restes humains. Cependant, pour des raisons éthiques, nous ne les présentons pas. Ce que nous pouvons dire, par exemple, c'est que la momie, au fil de l'histoire, a acquis différents statuts. Elle a été consommée comme poudre médicinale, elle a été source de malédiction, symbole de ce mal-être à l'idée d'exhumer un défunt, mais elle a également été représentée comme un être décharné, maléfique, avide de vengeance dans toute une série de productions cinématographiques. Aujourd'hui, la momie incarne à la fois cet être d'épouvante, mais elle incarne également ce côté parfois risible. On peut la retrouver dans des bandes dessinées, dans des plumiers, dans des petites boîtes, mais également dans des productions cinématographiques, dans des dessins animés, comme dans Hôtel Transylvania, où Murray, cette bonne vieille momie, est plus sympathique qu'effrayante. Avec ces quelques aperçus du contenu de cette exposition, j'espère vous avoir donné l'envie de venir à Marimont et de rencontrer ces objets et de découvrir cette fabuleuse aventure qu'est l'Égypte, éternelle passion.